Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Infotémis, le coquelicot blanc avec Rénal Dufour, En attendant bébé, pièce mise en scène de Réal Couture, reportage des pirates contre les titans et programmation du carnaval de Lorraineville. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission de Infotémis. Vous connaissez sans doute le coquelicot rouge que nous portons lors du mois de novembre, du jour du souvenir. C'est un symbole pour nous rappeler les combattants et les sacrifiés de la Première Guerre mondiale et plusieurs autres guerres. Pour nos informations personnelles, avant la Première Guerre mondiale, peu de coquelicots poussaient en Flandre. Durant les terribles bombardements de cette guerre, les terrains crayeux devinrent riches en poussière de chaux, favorisant ainsi l'avenue des coquelicots. La guerre finie, le chaux fut rapidement absorbé et les coquelicots disparurent de nouveau. La première personne à utiliser de cette façon fut Madame Michael, membre du personnel de American Overseas YMCA. Au cours de la dernière année de la guerre, Madame Michael lut le poème de John McCrae et en fut si touchée qu'elle composa également un poème en guise de réponse. D'autres symboles sont sortis de ces événements comme le bleuet en France et le chrysanthème d'automne, mais surtout le coquelicot qui est reconnu au Canada pour le jour du souvenir. Maintenant, nous avons rencontré le curé du secteur nord, M. Rénal Dufour, pour nous parler d'un autre symbole peu connu de la population. Il s'agit du coquelicot blanc. C'est environ le même principe que le rouge, mais c'est pour se rappeler toutes les femmes, filles et mères qui ont perdu leur père, mari ou frère durant la guerre. Pour honorer ces combattants et se souvenir que la guerre brise beaucoup de gens. Le coquelicot blanc a été inventé il y a plusieurs années. Monsieur Dufour est venu me rencontrer pour m'expliquer en détail l'origine du coquelicot blanc et son symbole. Je vous présente donc l'entrevue. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Rénal Dufour, le curé du Nord, qui est venu nous parler d'un sujet fort intéressant. D'ailleurs, j'ai pris la peine aujourd'hui de demander aux gens que j'ai croisés, savez-vous ce que c'est le coquelicot blanc? Parce que là, aujourd'hui, on va parler du coquelicot blanc et personne ne savait. Je trouve ça encore plus important de vous parler aujourd'hui. D'autant plus utile. Oui. Fait que, la plupart d'entre nous savent c'est quoi le coquelicot rouge, qui est en l'honneur du jour du souvenir, qui est pour l'armistice, une journée commémorative pour les sacrifiés de la Première Guerre mondiale et toutes les guerres ensuite. C'est une journée soulignée le 11 novembre, le jour du souvenir. Et donc, le coquelicot blanc, cette fois-ci, qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce qu'il vient faire dans le décor? Ouais. Hein? Vous avez tout à fait raison, c'est très peu connu. D'ailleurs, moi-même, je l'ai découvert juste l'année dernière. Pourtant, c'est un coquelicot blanc, un symbole qui a été inventé déjà dès les années 30, 1930. Vient de mères, de soldats sacrifiés. J'ai bien aimé que vous ayez utilisé le mot sacrifié, non pas qui ont donné leur vie. Ouais. Parce que la majorité des soldats morts à la guerre n'ont pas donné leur vie. Ils ont été conscrits, obligés d'aller au front et sacrifiés, littéralement. Et la Première Guerre mondiale, par exemple, il y a 100 ans, c'est au moins 1 million de jeunes Allemands qui ont sacrifié 1 million de jeunes Français qui le leur ont bien rendu. Alors, en ce sens-là, c'est très bien de parler de sacrifier. Mais le coquelicot rouge souligne le sacrifice, on peut dire, donc le massacre de ces jeunes-là. Mais on oublie que ces jeunes-là avaient des mères, que plusieurs avaient des amoureuses et que beaucoup avaient des jeunes enfants. Donc, on laissait derrière des veuves de guerre, des orphelins, des orphelines de guerre. Et dès le début des années 30, au moment où a commencé à augmenter à nouveau le bellicisme, c'est-à-dire ce tempérament, ce désir d'une revanche puis de faire payer aux autres, donc qui préparait la Deuxième Guerre mondiale, alors là, il y a des femmes britanniques, des mères, épouses et veuves de guerre, orphelines de guerre, qui ont dit non, ça n'a pas de bon sens. Nous, on a sacrifié les nôtres, là,
mais il ne faut pas que la machine se mette à tourner à nouveau. On veut que cesse la fabrique, si on peut dire, la machine à sacrifier. Là. Oui. Alors là, ils ont dit, ben comment on va faire? Quel symbole on va prendre? Et comme le coquelicot rouge est devenu le symbole de la Première Guerre mondiale, puis il vient d'une expérience très simple. Si vous allez marcher dans les champs de blé, dans les champs agricoles en Europe, au mois de septembre, au mois d'octobre, c'est plein de coquelicots rouges. Alors, le coquelicot rouge représentait très bien, d'ailleurs, sur un champ de bataille, qu'est-ce que le rouge représente? Ben, le sang qui coule. Alors, mais qu'est-ce que le blanc vient faire, lui? Alors, quand on promène le drapeau blanc sur le champ de bataille, ça veut dire que cessent les hostilités. C'est le cessez-le-feu. Arrêtez de tirer. Et en ce sens-là, le coquelicot blanc est devenu le symbole du désir que cesse la paix. Hein, que Échec à la guerre, c'est le collectif québécois qui l'a mis ici sur le marché. Et puis, moi, je l'ai découvert l'année dernière, un peu tard, au début novembre. Et puis, cette année, j'ai dit, je vais m'y prendre tôt. Alors, j'ai commencé dès septembre à faire une petite campagne pour faire sensibiliser les gens. Puis, souvent, on va me reprocher de dire, ah, vous n'avez pas de reconnaissance pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour vous, pour la liberté, etc. Je dis, au contraire, j'ai une énorme gratitude et j'ai une énorme mémoire, mais je veux que cesse la machine qui fabrique ces sacrifiés. Et c'est en ce sens-là que j'ai choisi de porter le coquelicot rouge, le coquelicot blanc. Et cette année, on a dans les paroisses du Nord, à Rouyn-Noranda, le réseau des caisses populaires, et en Abitibi, à Rouen et à Ville-Marie ici, on a acheté des coquelicots blancs. Vous allez voir que les employés portent un coquelicot blanc pour dire, nous, comme coopérative, nous aussi, on est favorable à la paix. On veut construire une société où les enfants pourront connaître leurs parents, où les épouses pourront vivre avec leur mari, si on peut dire, et puis que les mères pourront vivre avec leurs enfants. D'arrêter de cette machine à fabrique de guerre. Oui. Voilà. Et puis, donc, à qui s'adresse alors, la campagne, à quel moment on porte le coquelicot blanc? Le coquelicot rouge, lui, il a une date très précise. Je crois que c'est du 27 octobre au 11 novembre. Bon, c'est tout à fait correct. On m'a demandé aussi, est-ce que c'est contre les anciens combattants? Mais pas du tout. Au contraire, c'est pour leur rendre hommage, pour dire, écoutez, moi, je me rappelle très, très bien. Moi, j'ai un cousin qui est mort au débarquement de Dieppe en 1942, un cousin de ma mère. Et puis, je m'en rappelle. Mais il n'est pas nécessaire de réinventer et de remettre la roue à tuer en marche. Alors, en ce sens-là, j'ai choisi de faire échec à la guerre. Et puis, alors, c'est pour tout le monde, dans le fond, toute personne sensibilisée. D'ailleurs, je suis impressionné du nombre de la bonne volonté des gens. Oui. La plupart des gens que j'en ai parlé disent, oui, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. On a un fond collectif de dire, on sait bien que la guerre, là, il n'y a personne qui y gagne. Non. Hein, les bombardements, on regarde toute la crise qu'il y a en Syrie, tout le monde des réfugiés. Vous comprenez aussi bien que moi que la guerre, ça rapporte à qui? Ça rapporte aux banquiers. Oui. Peut-être. Oui, ils font de l'argent. Ils font de l'argent. Alors, ça rapporte à ces gens-là. Nous, le bon peuple, la communauté humaine, on est toujours perdant. Il y a toujours des petits... Puis en plus, souvent, c'est pour 1 kilomètre, 100 mètres de terre, une bataille inutile. Alors, en ce sens-là, les gens de bonne volonté qui disent, oui, on ne sait pas quoi faire pour favoriser la paix. On est pour, mais comment on fait voir? Oui. Alors, il y avait bien sûr des gens qui refusaient de porter le coquelicot rouge. C'était déjà un geste très courageux. Oui. Et puis maintenant, on a le coquelicot blanc. Donc, on a un geste qu'on peut faire qui est simple, qui est possible, qui est à ma portée. Je suis capable de faire voir que je suis favorable à la paix. Oui. Alors, il y en a ici au Témiscamingue. J'en ai encore, il m'en reste encore au bureau. Alors, on peut se les procurer soit dans les paroisses du Nord, à Saint-Eugène, à Saint-Bruno-de-Gué, à Notre-Dame-du-Nord, bien sûr, à Guérin, Rimini, Anglier, et puis à Nédelec. Maintenant, s'il y en a d'autres ailleurs qui veulent en avoir, 723-2388, numéro de téléphone de la fabrique à Notre-Dame-du-Nord, ça va me faire plaisir. Alors, on les vend. Alors, on fait une campagne double. La première campagne, nous, on les a achetés, bien sûr. Ils sont faits en Angleterre par une coopérative. En fait, c'est intéressant. C'est une coopérative, hein, une coopérative, le Cooperative Women's Guild, donc la Guilde des femmes coopératives qui a mis ça sur pied dès 1933. Et puis, vous savez, on est déjà rendu à 200 millions de personnes, majoritairement des femmes et des enfants, qui sont mortes au 20e siècle. Oh mon Dieu! Et puis, il vient d'ouvrir, c'est intéressant, dans le nord de la France, on vient d'ouvrir un musée aux victimes civiles. Ah, oui. On voit les monuments aux soldats morts, on voit, il y a tout le 11 novembre, on va voir le mais les civils là-dedans, on sait que c'est les plus nombreuses victimes, ce sont les civils. Alors donc, le petit macaron, le petit coquelicot blanc,
Alors, on peut se le procurer donc à Notre-Dame-du-Nord. Et puis on les vend. Donc, premier groupe avantagé, c'est Échec à la guerre, qui les fait venir d'Angleterre. Et puis le deuxième groupe, c'est qu'ici, on a créé dans le secteur nord, avec quelques ados, des adolescents des paroisses du Nord, des villages du Nord, un petit groupe qui s'appelle une jeune coop, Éveil Géraillard. Alors, une jeune coop, c'est quoi? Alors, une jeune coop, c'est un programme mis sur pied par le Conseil québécois des mutuelles et des coopératives pour encourager des ados à s'initier à la vie coopérative, à s'impliquer, à apprendre à gérer, dans le fond, un groupe. Puis, l'avantage d'une jeune coop par rapport à une vraie coopérative, c'est que c'est tout comme une coopérative. Assemblée générale, président, secrétaire, trésorier, les décisions, les délibérations, les ordres du jour, les comptes rendus, etc. Donc, une vraie coopérative, mais exempte des charges de publication, des charges fiscales, etc. Pour, tu sais, je ne sais pas si vous êtes dans une entreprise de quelque sorte, là, le côté lourd, là, les taxes de vente, tout ça. Bon, alors, ils sont exemptés de tous ces règles-là pour dire, écoutez, on veut vous initier à la coopération. Puis quand vous serez dans une vraie coopérative, vous ne serez pas étonné que ça marche comme ça. Comment toute l'approche, la résolution des conflits. Moi, je veux faire ça. Mais non, moi, je veux faire ça. D'apprendre à entendre, à écouter l'autre, dire son opinion, l'amener jusqu'au bout. Alors, donc, le deuxième volet qu'on veut soutenir, c'est une jeune coop qui est ici pour le Témiscamingue. Et puis, donc, Éveil Géraillard, pourquoi il s'appelle comme ça? Oui. Alors, Éveil, c'est les fondateurs, ils étaient 6. Les fondateurs, ils disent, bien, parce qu'on se réveille. C'est un éveil à la coopération, éveil à la gestion. Comment gérer ensemble un projet? Alors, ici, il y a ça, puis Géraillard. Alors, gère, le son nous y renvoie spontanément, apprendre à gérer. OK, oui. Gère. Aya, ça veut dire, yes, on va le faire, on donne du courage. Aya, aya. Aya. Et puis, c'était, en fait, et c'est les 6 lettres, les premières lettres initiales des membres fondateurs. J-E-R-A-Y. Hein? Alors, Jérémy, Éloi, Robin, Anne-Julie, Yannick et Audrey. Okay. Alors, c'est intéressant. Là. Ils ont fondé ça. Une thématique en arrière des noms. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup travailler avec eux dans le sens-là de dire comment vous voulez vous appeler? Ben, je vais vous appeler n'importe comment, vous savez. L'important, c'est que ça vienne de vous. C'est ça une coopérative. Hein. Ça vient toujours répondre à un besoin qui est mal répondu ou dont la réponse nous est insatisfaisante. Alors là, on invente, on le met à notre couleur, à notre sauce, on peut dire. Oui. Hein? Et puis, on dit, ça me ressemble. Alors, dans ce sens-là, les macarons, les coquelicots, on les vend 3 $ l'unité ou 2 pour 5 $, ils ont multiplié. Là. Si vous en voulez 6, ça fait 6, 3 fois 5, 15 pièces, etc. Si quelqu'un en veut pour tous les employés de bureau. Ah, ben oui, paquet, là, c'est un très. En fait, dans plusieurs endroits, c'est qu'on m'a dit, ils l'ont acheté pour ça, justement, comme vous venez de dire, pour les employés. On n'a pas souvent l'occasion de donner des petites marques d'attention ou de reconnaissance à nos employés. Oui. Une petite marque de rien du tout. Ça ne coûte pas très cher et ça soutient 2 organismes. Oui. Ben oui. Alors, 723-2388. Et Mme Cédie Bergeron, qui est notre secrétaire de secteur, se fera un plaisir de me prendre toutes les notes qu'il faut prendre. Puis c'est voilà. Vous qui allez les porter ensuite? Souvent, oui. Souvent, c'est moi qui vais les porter dans la semaine, là, dans les jours qui viennent. Ben là, peut-être pas le week-end, par exemple, parce que je suis assez occupé dans les 8 paroisses du secteur nord. Oui. Mais en d'autres temps, ça me fait plaisir de faire un petit détour des fois. Oui. Mais moi, je me demandais, dans le fond, est-ce qu'un coquelicot blanc, ça existe? Ah, là, je ne suis pas assez botaniste. Dans le fond, de prendre le coquelicot rouge qui existe, qu'on sait que c'est possible, puis de l'avoir blanchi, de l'avoir rendu pur. En fait, ça doit être un petit peu ça, comme si vous prenez le drapeau de la Croix-Rouge. C'est le drapeau suisse inversé. C'est vrai. Alors, il y avait une croix. Le drapeau suisse, c'est une croix blanche sur fond rouge. Oui. Et puis, quand on a fondé la Croix-Rouge, Henri Dunant, il dit, bien, quel symbole je vais prendre? Mais lui, il était suisse. Alors, il a pris... Il a donc inversé les couleurs de son drapeau national. Okay. Et comme la Suisse était depuis 700 ans, plus de 700 ans, un pays neutre, alors il devenait un peu comme sur les terrains de bataille. Quand on promène le drapeau de la Croix-Rouge ou le croissant rouge, ça devient un signe de on se calme, il y a des blessés qu'on va secourir. Ouais. Okay. Mais je ne crois pas que le coquelicot blanc existe lui-même au jardin botanique. Il faudrait vérifier avec un botaniste. Je ne suis pas... On ne se mentira pas. On vérifiera. Ah oui, ça ne prendra pas de chance. Parfait. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir rencontré aujourd'hui. Au plaisir de se revoir. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Saviez-vous que le Théâtre de la Loutre aura 25 ans en 2018? En effet, la célèbre troupe de théâtre du Témiscamingue qui nous a donné des pièces de théâtre inoubliables comme Bowling, La Mandragore, mais surtout Les Nonnes qui ont été jusqu'en Suisse. Un travail incroyable de plusieurs années possible grâce au metteur en scène de toujours et porte-parole officiel de la culture au Témiscamingue, Réal Couture. L'histoire a débuté en 1991 lorsque Réal Couture et quelques collègues décident de monter un spectacle à partir de l'œuvre de Molière, Le médecin malgré lui. Ils avaient alors présenté leur pièce au Festival international de Victoriaville et ont remporté le 3e prix. Grâce à l'élan d'énergie apporté par cette récompense, l'équipe se met en tête de créer une troupe de théâtre amateur au Témiscamingue. Après plusieurs suggestions, le nom de Théâtre de la Loutre, en référence à la rivière du même nom, qui sillonne une grande partie du territoire témiscamien, sera retenu. C'est ainsi qu'en 1993, la troupe présente son premier spectacle « Je veux voir Miosov », seule pièce qui verra M. Couture comme acteur. Par la suite, ce dernier assurera la mise en scène de toutes les productions jusqu'à aujourd'hui. Le créneau de la comédie, choisi depuis le début et assumé pleinement par M. Couture. Il précise au journaliste Guillaume Gonzalez dans un article du journal Le Reflet que la région avait déjà du théâtre de création assuré par la troupe de théâtre du Tandem. Le Théâtre de la Loutre a opté pour la comédie, un genre de détente et de divertissement. L'idée est de travailler en ayant le plus de plaisir. Une constante pour la troupe de la Loutre. Une production habituelle nécessite 8 à 9 mois de préparation, traduite en centaines d'heures d'implication bénévole. M. Couture admet aussi que pour des amateurs, le rythme de la comédie reste plus facile à aller chercher que les émotions complexes du théâtre dramatique. Autre constante, le soutien du public. En 25 ans, les Témiscamiens n'ont jamais renié la troupe de théâtre de la Loutre qui affiche complet à chacune de ses représentations. Sans la population, la troupe n'aurait pas duré 25 ans. Il faut savoir que 90% des fonds viennent de la billetterie des théâtres. Donc, même s'ils ont des partenaires financiers, c'est le public qui décide si une troupe continue ou non. Le public pourra donc apprécier les débuts des festivités avec la pièce En attendant bébé, qui sera présentée début novembre au Théâtre du Rift. Mais Réal Couture annonce qu'une belle surprise attend les Témiscamiens au printemps 2018 pour la célébration des 25 ans. C'est un dossier à surveiller, on en parle plus en détail en entrevue avec Réal Couture. Je vous présente donc l'entrevue sur la pièce de théâtre du mois de novembre, En attendant bébé. Donc, on se retrouve ce matin avec M. Réal Couture, qui est le metteur en scène du Théâtre de la Loutre. Et aujourd'hui, on vient parler de la pièce de théâtre qui va se dérouler cette semaine, En attendant bébé, et aussi mentionner un peu qu'en 2018, c'est le 25e anniversaire de la troupe de théâtre. Donc, on peut commencer juste en indiquant que la pièce de théâtre va être présentée les 2, 3, 4 novembre dès 20h au Théâtre du Rift à Ville-Marie. Puis, on va commencer par te laisser nous décrire qu'est-ce que c'est la pièce En attendant bébé. Oui, en quelques mots. Bon, tout d'abord, bien sûr, c'est une comédie. C'est une comédie d'un auteur québécois, Pierre-Yves Lemieux. Donc, l'action se déroule à l'intérieur d'une maison, dans un salon, en fait. Et c'est un peu l'histoire de Robert, qui mène une vie très paisible entre, bien sûr, la complicité avec son épouse et comme enseignant, donc il est enseignant. Mais à un moment donné, il hérite, entre guillemets, il hérite d'un bébé, alors dont il serait le père et ce serait survenu à l'occasion d'un Halloween suffisamment bien arrosé. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment va-t-il réussir à cacher ce bébé à son épouse Louise? Est-ce que le père va réussir à vendre la mèche? Et arrive sur l'entrefait aussi son frère et sa petite amie américaine qui a tendance à créer beaucoup d'imbroglio. Alors, ce qui donne tout un contexte et tout un rythme à la pièce. Ce qui est intéressant dans cette pièce-là, dans l'écriture, c'est que on est allé un petit peu dans ce qu'on appelle la méthode de Feydeau, là, qui est un auteur classique au niveau des comédies, ou pour les gens qui se rappellent aussi de Colombo, dans le sens où on connaît immédiatement la situation. Dès le début de la pièce, on connaît la situation. Alors, le public, lui, le sait. Ce sont les gens sur scène qui ne le savent pas. Alors, comment vont-ils réussir à se débrouiller pour être capables de voir venir la situation? Ça crée une belle tension dramatique. Voilà, la tension dramatique est là, le rythme est là, c'est très rapide. Les gens circulent, ne se croisent pas. Alors,
vont-ils réussir un jour à se rencontrer? Oui. Voilà. C'est comme dans ces films où un personnage pose une bombe, le spectateur le sait, mais les personnages le savent. Exactement ça. Exactement ça. Et après, il faut découvrir comment ils vont réussir à s'en sortir. Oui. Donc, admettons, si on parle de la mise en scène de la pièce, de ton point de vue, quels étaient les défis? Qu'est-ce que tu... Parle-nous un peu de ça. Oui, bien, c'est sûr que quand on travaille en théâtre amateur, bien, il y a toujours de base à travailler tout l'aspect là, de la projection de voix, l'articulation, bon, les éléments de base de cet ordre-là, la gestuelle, la mimique, l'expression, pour qu'on rende ça le plus vivant possible. L'objectif d'un texte en théâtre, c'est de lui donner vie. C'est pas pour rien que les gens nous disent qu'on va voir une production de théâtre, on ne va pas l'entendre. Donc, à ce moment-là, il faut donc créer cette dynamique-là, cette vie-là. Et celle-ci, bien, c'était aussi, bien sûr, une question de rythme. Comme je le disais tout à l'heure, s'assurer que quand quelqu'un entre, l'autre est sorti, donc que le rythme soit bien équilibré. Et souvent, c'est le cas à l'intérieur des comédies. C'est pour ça qu'on dit souvent, en théâtre amateur, c'est plus facile pour nous de jouer de la comédie parce que c'est basé sur du rythme, alors que quand on joue de la dramatique, bien là, il faut aller creuser un peu plus du côté des émotions et on n'a pas nécessairement cette formation-là. Donc, oui, ça a été un travail là, de bien équilibrer ce rythme-là pour qu'on soit toujours à la fraction de seconde. Hein. Si c'est trop tôt ou trop tard, on s'en rend compte et là, on manque, entre guillemets, ce qu'on appelle le punch. Là. Oui. Donc, si, admettons, on parle de l'auteur Pierre-Yves Lemieux de la pièce de théâtre, est-ce que c'est un auteur que tu avais déjà travaillé avec un de ses textes? Et j'imagine que lui, dans ses écrits, c'est très rythmé aussi pour... Oui, c'est un auteur, bien sûr, d'une 50aine d'années. Pierre-Yves, non, j'ai découvert ses textes par la lecture là, de celui-là, mais j'avais déjà vu certaines de ses productions. Il faut se rappeler, pour les gens un petit peu plus âgés, le temps où on avait le Théâtre de la Crique. Le Théâtre de la Crique avait déjà joué une production de Pierre-Yves Lemieux qui s'appelait « Un cadavre à l'entracte ». Et le Théâtre à cœur ouvert de la Sarre a déjà joué, En attendant bébé, une autre pièce de Pierre-Yves qui s'appelle « Langue de vipère ». Et Pierre-Yves Lemieux a fait beaucoup de travail d'adaptation avec des auteurs classiques, là, que ce soit Shakespeare, que ce soit Tchekhov. Et il a écrit aussi un texte sur la vie de Goldoni. Il a adapté en théâtre le roman de Scaramouche. Donc, beaucoup de productions de cet ordre-là. Donc, c'est un auteur qui est assez prolifique. Vraiment. Donc, si, admettons, on parle des comédiens de la pièce, on parle ici de combien de comédiens à peu près? 5 comédiens, comédiennes. Ce qui est très intéressant cette année, c'est qu'on a 3 niveaux. Tout d'abord, bien sûr, 2 jeunes de la relève, Michael Darvaux et Philippe Marchand-Drolette. 2 filles qui nous ont fait rire déjà depuis quelques années là, sur la scène du Rift, Joanne Bergeron et Fanny Poulain. Et bien sûr, le retour d'un vétéran, Jocelyn Gingras. Donc, une belle amalgame, une belle équipe avec beaucoup de talent et de diversité. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on invite les gens à venir voir la pièce de théâtre les 2, 3 et 4 novembre. Et on pourrait... qu'est-ce qu'on pourrait dire, dans le fond? Quel message on pourrait faire passer pour inciter les gens à aller voir la pièce cette semaine? Bon, il y a 2, on le souligne souvent, 2 éléments. Tout d'abord, bien sûr, si on peut arriver à ces 25 ans d'existence du côté du Théâtre de la lutte, c'est parce que le public était présent, parce qu'il faut toujours souligner qu'au niveau du théâtre amateur, ce n'est pas un théâtre qui est subventionné. Donc, on a quelques partenaires financiers, mais 90% des fonds qui nous permettent de produire viennent de la billetterie. Donc, c'est essentiel qu'on ait bien sûr la participation du public. Et nous, ce qu'on va vous offrir, c'est bien sûr une belle soirée de détente. Hier, on pratiquait encore dimanche, donc, et on a l'avant-première mardi. Et on sent que le rythme est pris. Son texte va apporter beaucoup de rire, justement, parce que ces scènes-là, à un moment donné, on se pose toujours la question comment vont-ils réussir à se débrouiller. Mais en même temps, il y a tout l'aspect de l'imbroglio qui est créé par la fameuse américaine, qui est vraiment très, très drôle. Donc, ce qu'on offre, c'est une belle soirée de détente. Puis en même temps, ça permet d'encourager des artistes du Témiscamingue et nous permettre, bien sûr, de continuer le travail du côté du Théâtre de la lutte à ce niveau-là.
C'est vrai. Et est-ce qu'il y a des démarches qui ont été entreprises pour une prochaine pièce de théâtre? Oui, il y a déjà du travail de fait, justement, dans le cadre du 25e anniversaire. Donc, on vous réserve de ce côté-là aussi de belles surprises. Parlons-en un peu du 25 ans de la troupe de théâtre. Si on parlait des origines, comment la troupe s'est créée la première fois? Oui, alors c'est arrivé dans le fond en 1991. À un moment donné, un petit groupe, on s'était réunis pour monter une pièce de théâtre. On avait monté Le Médecin malgré lui de Molière avec une équipe et on s'était inscrit à ce moment-là au Festival international de théâtre à Victoriaville. Et en participant au festival, on est revenu avec le 3e prix du festival. Alors ça a donné de l'énergie à l'équipe, de dire pourquoi on ne se constituerait pas en troupe de théâtre amateur. Alors, avec quelques complices, Jacques Do, Gérald Morin, donc on a créé la troupe de théâtre et par un brassage d'idées, là, on a trouvé le nom du Théâtre de la Lutte parce que la Lutte fait référence, bien sûr, à la petite rivière qui sillonne l'ensemble du Témiscamingue et on voulait effectivement que la troupe soit bien identifiée témiscamienne et qu'il y ait des comédiens, comédiennes qui viennent d'un peu partout sur le territoire. Donc, vous avez commencé en tant que metteur en scène? Non, 1993, c'est la première production officielle de la troupe du Théâtre de la Lutte. Donc, on avait monté à ce moment-là « Je veux voir Musov ». Et dans cette production-là, je jouais. C'est Gérald Morin qui avait fait la mise en scène. Et à partir de l'année suivante, là, j'ai fait les mises en scène de toutes les productions à venir jusqu'à aujourd'hui avec En attendant bébé. Oui. Et mettons, dans le processus de création d'une pièce de théâtre, trouver les comédiens, trouver la pièce de théâtre, comment ça fonctionne à peu près? Bien, c'est sûr qu'on a toujours une base du côté des comédiens et comédiennes qui veulent d'année en année revenir. Ensuite, bien sûr, on fait de la recherche pour accueillir de nouveaux comédiens et comédiennes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est à 25 ans. C'est parce qu'il y a eu de la relève régulièrement au niveau de la troupe. Donc, il y a cette première étape-là qui est bien importante. Et bien sûr, pour nous, en théâtre amateur, on choisit le texte en fonction des gens qui ont le goût de jouer. Donc, c'est un peu différent d'une compagnie professionnelle. Une compagnie professionnelle va choisir le texte qu'elle veut jouer et ensuite, elle fait son casting. Alors que nous, on procède un peu à l'inverse. Alors, on sait, par exemple, que telle année, on a 6 filles et 4 gars. Bien là, il faut que je fasse une recherche de textes qui ont ce genre de casting-là. Alors souvent, on va dans cet objectif-là pour retrouver les textes. Donc, beaucoup de recherches du côté, entre autres, de la bibliothèque de l'École nationale de théâtre pour sélectionner les textes. Et comme je le signalais, on a gardé, nous, au niveau du Théâtre de la Lutte, le créneau du divertissement, le créneau de la comédie. Donc, on a maintenu toujours cette dimension-là. Puis en même temps, bien, quand on regarde l'ensemble de nos productions, on a tout de même fait les 2/3 de nos productions. Ce sont des productions avec des auteurs québécois. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et je me demandais d'ailleurs, auteur québécois, est-ce que c'est déjà arrivé que vous jouiez une pièce d'un auteur de la région, Abitibi-Témiscamingue? Pas nécessairement directement de la région, dans une production régulière du Théâtre de la Lutte, mais on a déjà monté un texte que j'avais écrit dans le cadre des États généraux là, de la planification stratégique. Pour faire l'ouverture de ces États généraux-là, il y a quelques années, j'avais écrit un texte sur le Témiscamingue. Donc, on avait bâti une petite équipe et on avait produit ça lors de l'ouverture de cette fin de semaine-là, de débat là, pour la planification stratégique. Donc, on arrive aussi à faire dans le milieu un certain nombre d'éléments d'animation. C'est ça qui est intéressant. Une troupe de théâtre est une troupe de théâtre de proximité. Hein? Elle vit avec les gens dans le milieu. On a déjà monté une production avec des handicapés. On a déjà travaillé avec des personnes âgées, des gens un peu plus âgés. Donc, on a un certain créneau aussi d'animation dans le milieu avec la troupe. Donc, pour les 25 ans, on va le souligner. Est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce que c'est une surprise? Qu'est-ce qui va se passer pour souligner le 25 ans de... Bien, c'est sûr qu'avec la production d'En attendant bébé, c'est le lancement de nos festivités avec cette production-là qui est dans le créneau régulier de l'automne. Mais on vous prépare une très, très belle production au printemps, en mars, avec le retour sur scène de nos anciens. Alors ça, c'est très, très intéressant. Donc, on parle
de René Lessard, on parle de Martine Hallé, on parle de Christine Nadeau, O'Neill Beaulé, Stéphane Dupuis et un qui était un petit nouveau qui se greffe à l'équipe, Vincent Gingras. Et on va vous présenter une très, très belle comédie encore d'auteurs québécois. Tout le monde connaît Claude Meunier et Louis Saya. Donc, on va vous présenter la pièce Appelez-moi Stéphane. Donc, une comédie assez grinçante. Donc, une belle comédie qui va être bien sûr présentée dans le cadre des 25 ans là, en mars prochain. Et qu'est-ce qu'on souhaite pour les prochaines 25 années? Ah ben là, l'important, c'est que le Théâtre de la lutte puisse poursuivre ses productions d'année en année. Et dans ce cadre-là, bien, on travaille à bâtir une bonne relève autant du côté du jeu que du côté aussi technique, parce que tous les gens qui travaillent dans l'ombre, là, réaliser les décors, la conception des décors et tout, et bien sûr, du côté de la mise en scène, bien, là aussi, il va falloir trouver de la relève. Mais oui, on souhaite bien sûr que le Théâtre de la lutte poursuive encore longtemps. Oui, fait qu'on vous le souhaite. Un autre 25 ans, un autre 25 ans. Puis, en attendant bébé, le 2, 3, voilà. 4 novembre. On vous demande bien sûr de réserver dès maintenant vos billets. C'est très, très simple, là, du côté de Ticket Accès ou simplement en se présentant à la Galerie du Rift. Réal Couture, merci beaucoup. Merci bien. Après avoir concédé 2 défaites à domicile contre les Pirates, les Titans ont finalement obtenu leur première victoire dans cette rivalité en l'emportant 6-5 en prolongation devant un aréna quasiment plein. Il y avait des fans des Pirates, mais un autobus de partisans des Titans s'était déplacé également. Dès les premières secondes de jeu, le message était clair, les Titans ne se laisseraient pas marcher dessus une fois de plus. La preuve, il aura fallu moins de 5 secondes de jeu pour que l'attaquant Brian Vall ait défié le gardien Jean-Mathieu Ouellet. Témiscamingue sort un jeu très offensif sur Ville-Marie, mais c'est pourtant le Pirate Alex Peters qui ouvrira le score avec un peu plus de 5 minutes restantes à la première période. Mais le répit sera de courte durée pour les Pirates, puisque les Titans, Vaught, Taupier et Freed viendront tour à tour envoyer la rondelle au fond du filet pour terminer la première période à 3-1. En deuxième période, les deux équipes joueront encore du coude pour finir 5-3 pour les Titans. Le 4e but des Pirates à la dernière seconde ayant été refusé par l'arbitre puisque la rondelle avait touché les filets de sécurité avant de revenir sur la glace. Enfin, la 3e période aura vu la remontée des Pirates grâce au but de Belrose et Caron dans les 2 dernières minutes de jeu, amenant ainsi les deux équipes en prolongation. Là encore, les joueurs de chaque camp donneront le meilleur d'eux-mêmes afin d'éviter les fusillades. Et c'est finalement le Titan Gustave Rolfelt qui scellera le score du match, à seulement 40 secondes du coup du sifflet final. Un match digne des grandes ligues. Le prochain local est le 4 novembre dès 19h30. C'est donc une défaite crève-cœur de 6-5 des Pirates en prolongation. Les Pirates ont pourtant montré beaucoup de caractère en fin de 3e période, revenant dans le match en inscrivant 2 buts, dont le dernier de Samuel Caron, avec quelques secondes à faire à peine au match. En première période, les chances de marquer appartiennent aux Pirates. Le premier but de la rencontre appartient à Alex Peters, assisté de Samuel Caron et d'Étienne Boissonneau. Ça, c'est superbe. Samuel Caron qui s'inscrit à la main. Un bon tic-tac-toe dès la mise en jeu. Ça a été envoyé à gauche de Goulet. Les Titans répliquent aussitôt. Un deuxième but des Titans à 2 minutes 20. Et un 3e but sans réplique. 2 contre 1 présentement. Les Titans, on passe, on tire et le but! 3-1 pour Témiscamingue après 20 minutes. Et c'est le défenseur des Titans qui a la rondelle présentement, fait une feinte de tir, roule sur lui-même, c'était très bien fait. Contourne derrière Jean-Mathieu Ouellet. Freed qui a le disque présentement. Oui, c'est White, une belle pièce de jeu de White, l'assistant capitaine. Un tir et c'est le but de Freed. En deuxième période, les Pirates résistent à 3 minutes en infériorité numérique. Peters a obtenu encore une fois plusieurs chances de marquer, sans toutefois capitaliser. Le 4e but va au Titan. 4-1. C'est alors que Ville-Marie montre les dents. Blum réduit l'écart à 8 minutes 40.
qui a déjoué Émile Goulet entre les jambières. 4-2 Témiscamingue. Puis un autre but des Pirates, cette fois Burellier de Boissonneau. Témiscamingue réinscrit un autre but pour faire 5-3 à 5 minutes 27. Ville-Marie tente le coup, un but leur est refusé. C'est donc 5-3 Témiscamingue après 40 minutes de jeu. En troisième période, lors d'un 5 contre 3, les Pirates ne pourront capitaliser. Toutefois, Nicolas Belrose s'inscrit à la marque, assisté de Cédric Lachapelle et d'Hugo Bloom. Et les Pirates menacent en fin de match à 6 contre 4 et créent finalement l'égalité 5-5 avec 35 secondes à jouer. Il y a un but de Samuel Caron, assisté d'Hugo Bloom et de Nicolas Belrose. Malheureusement, les Pirates s'inclinent en prolongation par la marque de 6-5. Ils auront toutefois montré beaucoup de caractère en revenant de ce match. Je pense qu'on a fait tous une très bonne partie. Encore ce soir avec mon trio Belrose Lachapelle, ça s'est super bien passé. Franchement, je ne parlerai pas de ma performance, mais plus de la performance de toute l'équipe. On a vu que notre piqué a bien travaillé. JM était bon dans les cages, je pense. Ce qui a manqué, c'est notre préparation première période, on va dire. Puis après, on a su montrer un peu de caractère. Alain nous a motivés, là. Puis on a réussi à revenir dans la partie, malheureusement, on perd en prolongation. Mais franchement, on est quand même fiers de nous pour le caractère qu'on a montré ce soir. Justement, les Pirates ont fait preuve de beaucoup de caractère. C'est revenu dans le match justement avec 2 buts en fin de troisième période pour revenir dans le match. Justement, ça prouve que les gars, ils la voulaient cette game-là, puis que les gars, ils ont montré beaucoup de caractère. Ça va, la force de votre équipe, peut-être? Ça prouve surtout qu'un match de hockey, ça joue 60 minutes et malheureusement, on a peut-être joué 40 minutes. Le premier vent n'était vraiment pas dedans. Je pense impressionné un peu par tout le public qu'il y avait ce soir. On voulait tous bien faire, surexcités. Ensuite, comme je dis, on a montré beaucoup de caractère. Tout le monde s'est mis à travailler dans le même sens. Puis on a surmonté. Nous sommes donc en compagnie du numéro 25 des Pirates, Étienne Boissonneau, qui termine sa soirée de travail avec 2 passes. Donc, Étienne, est-ce que tu peux me parler un peu de ton match de ce soir? Comment tu as aimé ton match? C'est vrai que pour ma part, ça a bien été à soir. Je suis content. Ça faisait un petit peu, je me cherchais un peu. Mettons, j'étais capable d'en donner plus. C'est juste que ça marchait pas. Mettons, la chimie n'était pas installée. Mais non, je suis content, on a bien joué. Puis en plus, la façon que le dénouement ça s'est passé, je suis vraiment content. Justement, ça fait preuve de caractère. Vous êtes revenu dans ce match-là pour créer l'égalité en fin de troisième période. Ça démontre justement la force de caractère de cette équipe-là. Puis ça m'impressionne. Pour vrai, on est rendu à une certaine âge, puis comment je peux dire ça? On a du chien, je reviens pas, puis on est ensemble, puis on va de l'avant, puis à 5-3, on n'a jamais voulu abandonner, puis la preuve, on est revenu, puis on est allé chercher un gros point malgré la défaite. Là. Justement aussi, une des grosses foules de la saison, j'imagine, ça booste les joueurs aussi, justement. La rivalité Témis-Ville-Marie, ça vous booste comme ça? Je pense qu'on était nerveux un petit peu en début de match, puis ça a apparu. On a eu de la misère, puis on a tiré de l'arrière, puis ça... C'est difficile de partir de l'arrière, excuse. Puis, ouais, ça fait du bruit, puis c'est fou, là, ça t'arrive pas, là. Ça arrive qu'une fois dans ta vie, puis cette année, mettons, c'est le fun. Donc, en compagnie du prolifique marqueur Nicolas Belrose, qui a encore une fois touché les cordages ce soir. Nicolas a une grosse performance aussi ce soir des Pirates. L'équipe a fait preuve de beaucoup de caractère pour revenir dans ce match-là en fin de troisième période. Beaucoup de caractère, c'est sûr. En deuxième moitié de match, là, je pense qu'à partir de la deuxième période, peut-être après les 5 premières minutes, là, on est vraiment revenu dans le match. C'est malheureux. Écoute, c'est une défaite crève-cœur, mais pour nous autres, d'être revenu dans le match, d'avoir montré du caractère de même en avant de nos partisans, c'était ça l'important. On se l'est dit tout au long du match. Puis, pour ça, on est vraiment contents, mais c'est la preuve qu'il faut jouer 60 minutes. Là. Les gars aussi, je pense que vous êtes beaucoup plus disciplinés. Ça a apparu ce soir. Je pense que Témiscamingue a été plus discipliné que vous. Je pense est-ce que le nouvel entraîneur a mis un peu son système de jeu ou ses directives en place? Oui, non, c'est sûr. Ça a été le mot de l'ordre, la discipline avant la game. C'est sûr qu'en première période, là, on l'a échappé un petit peu. Là, ça a été de l'indiscipline. Mais écoute, on a passé un message après ça dans la chambre entre les périodes, puis le caractère, on l'a montré. Fait que pour ça, on est content, mais c'est juste qu'il faut mieux commencer nos matchs, il faut être plus discipliné. Puis si on joue 60 minutes, là, on l'a prouvé avec notre troisième période, là, on peut battre n'importe qui. En compagnie du numéro 27 des Pirates, Samuel Caron, qui a créé l'égalité en fin de troisième période. Samuel, j'imagine que c'est un but important dans ta carrière. Oui, dans le fond, c'est ça. Je n'ai pas compté beaucoup cette année, mais j'ai essayé de profiter de mon occasion. Une rondelle libre en avant de l'enclave, puis c'est ça. J'ai profité du beau jeu de mes coéquipiers.
avec un lancer au filet, puis une belle passe d'Hugo. Hugo, il me l'a mis juste de l'autre côté du filet, puis c'est ça. C'était pas dur à faire d'autre. Ça prouve quand même le caractère des Pirates, qui s'est quand même revenu dans ce match-là. Revenir de l'arrière de 2 buts comme ça prouve que les joueurs des Pirates ont beaucoup de caractère. Oui, c'est ça. Bien, regarde, on essaie de faire notre identité avec ça. C'est ça, on l'a dit après la partie surtout. C'est bien important, ça. Surtout de revenir des matchs comme ça, de montrer de l'émotion aussi. C'est ça, c'est notre identité d'équipe. On veut continuer comme ça. C'était Francis Prudhomme pour TV Témis. La programmation du 53e Carnaval de Lorrainville a été dévoilée vendredi soir. Les organisateurs de l'événement promettent une multitude d'activités, notamment du théâtre et de la musique. Plusieurs groupes se produiront au souper-spectacle, comme le groupe Round the Clock and the Brothers Session. Le Carnaval a également invité la chanteuse Stéphanie Saint-Jean, gagnante de La Voix en 2016, qui se produira le 25 janvier à l'église de Lorrainville. Les visiteurs pourront aussi profiter des activités extérieures le 27 et 28 janvier. Il y aura une tyrolienne de plus de 35 pieds de haut et 200 pieds de long, les courses de motoneige et des jeux gonflables. Le président du Carnaval, Simon Gélina, affirme que l'événement reste un incontournable au Témiscamingue. M. Gélina précise dans un article sur Ici Radio-Canada que l'achalandage a augmenté d'environ 2000 personnes par année sur le site. Le Carnaval crée vraiment un engouement grâce, entre autres, au comité et à la population qui a une belle énergie. Le comité aime donner aux gens et organiser des nouveautés chaque année. Il est à rappeler qu'en 2016, plus de 5000 personnes ont visité le Carnaval. On espère en voir autant plus, sinon plus, cette année. C'est un rendez-vous. Je vous présente donc le reportage du lancement de la programmation du Carnaval. Dans le fond, on est ici pour le lancement de programmation de la 53e édition du Carnaval de Lorrainville. On est là pour tout te dire nos belles nouveautés puis ce qui s'en vient là, pour nos prochaines dates. Là. Moi, je suis président du Carnaval. Dans le fond, c'est ma 9e édition en tant que président. On essaie toujours de... On est toujours là, la même équipe quand même, sensiblement la même équipe. On essaie de se réinventer d'année après année. Puis je pense qu'encore cette année, là, on a relevé le défi. Le jour de la soirée, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est cette année, c'est la première. On invite les gens, la population est invitée à venir, une petite consommation gratuite, puis on a un petit goûter servi en plus gratuitement aux gens. Pour qu'ils puissent venir prendre part au lancement de cette programmation-là, puis qu'ils la découvrent en même temps que tout le monde. C'est ça notre but cette année. Dans le fond, moi, en tant que président, je vais être là, c'est moi qui va vraiment présenter la programmation du 53e avec une de mes membres du comité, Suzelle Barrette, qui va être là, elle, pour présenter ses duchesses. Parce qu'on a les duchesses cette année. Cette partie-là, on fait la remise de manteaux, de tucs et des beaux cadeaux pour ces filles-là en plus ce soir. On est là vraiment, ça va se passer sur la scène. On a un partenaire majeur qui va être là aussi, qui va venir prendre parole. Puis on a des partenariats aussi avec d'autres personnes cette année, côté spectacle. On va pouvoir y avoir ces gens-là qui vont pouvoir venir nous parler à l'avant. Les dates cette année, c'est le 25 janvier, 27 et 28 et le 3 mars. On invite la population à venir en grand nombre, puis venir profiter des joies de l'hiver. Puis je vous promets, vous allez en avoir plein la vue. Le 23 octobre dernier fut une grande journée pour plusieurs citoyens et citoyennes du Témiscamingue. Non seulement il y avait le débat à la préfecture au cinéma du Rift, que vous pouvez visionner cette semaine encore sur le Télémag ou sur le site internet de témis.tv, mais également une soirée d'information et de mobilisation suite à l'annonce d'une rupture de service en anesthésie au Témiscamingue. La rupture devrait durer 34 semaines et débutera le 3 novembre prochain. M. Paul-Émile Barbeau, membre du comité consultatif du 6AT, a invité la population à se mobiliser et à se rassembler. C'est ainsi qu'un groupe de 50 personnes se sont présentées à la soirée d'information. Durant cette soirée, il fut convenu de former un comité citoyen. 11 personnes ont déjà confirmé leur intérêt et 9 autres ont signé une possibilité d'intérêt.
Madame Nadia Bellumeur, directrice générale de la Société du développement du Témiscamingue, a rappelé que le plan stratégique 2018-2011-2022 a pour objectif ultime d'inverser la tendance démographique actuelle et d'augmenter la population du Témiscamingue de 500 personnes d'ici 2022. Considérant qu'une prestation de services de qualité en santé sur l'ensemble du territoire est indispensable, voire une condition importante pour atteindre cet objectif, la planification stratégique s'impliquera et offrira son support au comité. Si vous souhaitez recevoir de l'information quant à l'avancement du dossier ou si vous voulez participer à diverses actions de mobilisation, contactez Mylène Grenier, conseillère en développement des collectivités à la Société de développement du Témiscamingue, soit par courriel à mylèneg@lastdt.com, mylèneg@lastdt.com ou par téléphone au 819-629-3355, poste 108. Une autre nouvelle concernant la Chambre de commerce Témisacor qui va instaurer un programme favorisant l'achat local afin de se positionner comme agent de changement pour les commerçants du Témiscamingue. L'idée est d'utiliser une carte cadeau qui ramasse des points. La fidélisation de la clientèle se fera sous forme d'argent sonnant accumulé lors des achats chez les commerçants. Ce montant pourrait être ensuite dépensé dans le même commerce ou bien chez d'autres marchands participants au programme. Niveau technologie, nous n'aurons pas besoin de traîner une nouvelle carte dans votre portefeuille puisqu'une application dédiée dans votre téléphone intelligent suffira à compléter les transactions. Cette même application, une fois ouverte, pourra indiquer les promotions exclusives du magasin participant à proximité. L'autre idée de ce programme serait d'être un incitatif pour les entrepreneurs locaux à s'adapter aux nouvelles technologies. Selon un article de Valérie Lalonde dans le journal Le Reflet, il faut admettre qu'au Témiscamingue, niveau technologie, plusieurs défis restent à relever. Donc le projet permettra de s'attaquer à deux problèmes, celui des achats locaux et des nouvelles technologies. Aussi, c'est que la Chambre des commerces se présente comme une boîte à outils pour les commerçants. La MRC de Témiscamingue s'est déjà positionnée comme partenaire en octroyant 10 000 $ pour la mise en place de ce service. La Chambre de commerce Témisacor prévoit une présentation complète à la population d'ici le mois prochain. Parlons culture un peu. La salle d'exposition de la Galerie du Rift est de nouveau ouverte depuis la Journée internationale de la culture. La salle met en valeur des talents de chez nous ainsi que de l'ensemble de la province. Toutefois, c'est sous un aspect de réflexion sur la modernité et l'insertion de nouvelles technologies dans le processus de création que se déploie l'art sur les murs de ce charmant endroit, et ce jusqu'au 19 novembre. L'exposition du nom de la Galerie Découverte ouvre ses portes à Diane Lepage, talent de chez nous, qui, pour la première fois, expose en solo. Madame Lepage met en valeur une démarche et une approche très environnementale. Elle offre une réflexion sur la transformation de la nature causée par l'être humain, accès direct au questionnement des bienfaits de la modernisation. L'autre exposition s'appelle Mobilisation, une exposition sur le mouvement art mobile, un collectif d'artistes dont leur motivation commune est la création qui intègre les nouvelles technologies dans un processus artistique. Regroupant 16 artistes professionnels québécois, cette exposition exploite les appareils mobiles comme les téléphones, les drones ou outils connectés afin de s'inscrire dans une démarche de l'art. Ce collectif dévoile au grand jour l'émergence de l'art mobile en offrant une réflexion sur le phénomène social. C'est par la photographie, les installations sonores, la littérature et la projection que ces artistes interpellent le public. Par exemple, il est possible de décrocher un poème en post-it de 140 caractères ou encore vibrer sur une transposition de dessins naïfs devenus musique et vibration. La Galerie du Rift propose une véritable réflexion sur la modernité. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, intensifieront leurs interventions et leurs activités de sensibilisation jusqu'au 2 novembre dans le cadre d'une opération nationale concertée. Le thème sera « Le respect pour un meilleur partage de la route » qui vise à rappeler l'importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais également les autres usagers de la route, et ce, peu importe le mode de transport. Les nombreuses interventions sont vraiment pour sensibiliser les conducteurs à faire preuve de respect, de courtoisie et de vigilance sur les routes, et d'autre part, les piétons et les cyclistes ont l'importance d'adopter un comportement sécuritaire. Tous doivent cohabiter dans le respect et dans les règles. Un communiqué de presse nous a été partagé rappelant que le mois d'octobre à décembre sont les mois où l'on rapporte le plus de collisions impliquant un piéton. La diminution des heures de luminosité et la conduite non adaptée aux conditions climatiques peuvent expliquer cette réalité.
Aussi, en raison de l'Halloween, l'opération sera de mise puisque les enfants prendront d'assaut les rues du Québec afin de prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons. Cette fête entraîne de nombreux déplacements et exige une cohabitation sécuritaire entre conducteurs et piétons, tous ensemble pour un partage de la route sécuritaire et respectueux. 2 inspectrices de Santé Canada étaient en région la semaine dernière afin de faire de la prévention et de la formation auprès d'organismes et de commerces. Elles vont rencontrer des intervenants auprès des jeunes enfants comme des éducatrices en garderie, des infirmières en périnatalité et les responsables de maisons pour la famille pour donner des conseils de sécurité sur différents produits pour enfants. Des informations ont également été transmises pour les préventions des incendies. Elles souhaitent savoir comment il serait possible de retirer les produits dangereux ou défectueux du marché. Après ces rencontres, Santé Canada envoie différents avis de rappel tout au long de l'année. Les sources de ces rappels sont multiples. Elles peuvent provenir de fabricants ou de tests effectués en laboratoire par les inspecteurs de Santé Canada. Vous pouvez contacter les bureaux si vous avez acheté un produit défectueux ou dangereux. Aussi, allez sur le site www.canadienensanté.gc.ca, montre une liste de tous les produits rappelés et une application gratuite sur les téléphones intelligents est également disponible pour savoir quels produits ont été rappelés. La campagne du prix Hommage Bénévolat Québec 2018 est de nouveau lancée cette année. Des prix qui sont remis par le gouvernement du Québec pour reconnaître l'engagement exceptionnel et la précieuse contribution des bénévoles et des organismes de toutes les régions du Québec. Ils visent à récompenser les efforts fournis par des citoyens et citoyennes dans leur communauté, ainsi que l'action menée par des organismes en vue de promouvoir et de favoriser l'engagement bénévole. Une quarantaine de lauréats et lauréates seront honorés. Au printemps 2018, c'est le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui remettra le prix. Il y a la catégorie Jeunes bénévoles, prix Claude Masson, la catégorie bénévole et la catégorie organisme. Pour la mise en candidature, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui propose votre nom. Ensuite, les lauréats et lauréates seront choisis par un comité de sélection indépendant. Il faut présenter le dossier avant le 5 novembre. Vous pouvez le faire en ligne à www.ditesluimerci.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements additionnels ou un formulaire. Vous pouvez aussi communiquer avec le secrétariat de l'Action communautaire autonome et aux initiatives sociales au 1-800-577-2844, poste 68 159. Ensemble, on fait avancer le Québec. Et c'est ce qui complète l'émission Info-Témis cette semaine. Je vous remercie grandement d'avoir été parmi nous aujourd'hui et je vous revois la semaine prochaine. Merci beaucoup. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.